parce que justement, nous, on travaille sur tout le continent africain. Et ce que vous ne savez pas encore, c'est que avec Scrindy, bientôt, on part où? On part au Ghana, on part au Kenya, Yes. on part au Sénégal. Nigeria. Voilà, on fait une tournée en Afrique justement Mali. pour aussi connecter d'autres startups africaines et leur donner la possibilité de venir ici au Maroc à l'occasion de Hub Africa. Alors Mehdi, en 2 mots, raconte-nous ce que c'est que Hack and Pitch. Bah, hack and pitch, c'est hacker quelque chose. Et le et, en fait, le et, on l'a transformé, en fait. Le et, c'est du fun. Tu peux nous dire quelle est la surprise qu'il va y avoir? Ah ben là, j'ai appris là, il y a dernièrement, je crois que ça s'est fait il y a 1 jour. Ouais. On s'est dit bon, vous allez passer 48 heures. 48 heures sur un ordinateur. J'imagine il n'y a pas que ça qui vous éclate. Alors, je vais demander à vous tous qui aime la musique. Lève la main. Qui aime la bonne musique? Qui aime le reggae? Qui aime le reggae? Lève la main. Alors ce soir, pour le Hack and Pitch, le plus grand Hack and Pitch de la COP22, nous allons recevoir un artiste incroyable. Je ne vous dirai pas plus, je ne vais pas vous dire son nom, mais le programme est prévu à quelle heure, Mehdi? Alors, avant l'artiste, on a une artiste. Oui. Je te laisse la présenter. Alors, il n'y a que des surprises pour vous. Alors, oui, effectivement, avant l'artiste, pour aller dans la musique. Alors, qui aime le cinéma? Ah, il y a peu de gens qui aiment le cinéma, donc vous préférez la musique. Donc, de ce côté-là, on aime le cinéma, et de ce côté-là, c'est la musique, c'est ça? Non, le cinéma. Alors, vous allez ce soir voir pour la première fois, c'est en avant-première, je dirais, africaine. C'est la première fois que le film est projeté en Afrique. C'est un film de Lamia Chreibi, qui est morocco-canadienne. Elle vit au Canada en ce moment. Et elle nous a fait le plaisir de projeter ce film ici, en avant-première, au Hack and Pitch. Mais elle va venir sur place. Ah oui, oui, Ah c'est ouais. vrai. Elle va venir sur place. Et ils peuvent discuter avec elle après le film. Tout à fait. Donc vous allez pouvoir la rencontrer après le film. Alors je vous explique en 2 mots. Cette fille, elle doit avoir 24, 25 ans. C'est vrai? Ouais. Ok. Elle est partie en Amazonie, en immersion en Amazonie. Elle a fait avec sa caméra un documentaire de fou où elle est rentrée dans les tribus amazoniennes, et c'est un film qui va vous plonger pendant 1 heure, je crois, dans l'Amazonie, et qui va vous raconter un peu les problèmes que vivent les tribus amazoniennes. Vous savez qu'en Amazonie, il y a encore des tribus qui n'ont jamais vu, qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde, qui sont restés déconnectés de ce qui se passe, qui n'ont pas vu les voitures, qui ne savent pas que les voitures existent, qui ne savent pas que les avions existent, qui ne savent pas que les ordinateurs existent. Et ces tribus sont encore existantes. Je ne sais pas si tu as déjà vu un peu un documentaire là-dessus. Yes, moi j'adore. Quand je regarde National Geographic, franchement ça me permet de voyager, de voir un autre monde qui est un peu loin de notre quotidien. Et c'est vraiment un moment de détente où ça me permet de respirer, de penser à autre chose que notre monde cruel, quoi. Eh ben, tout à fait, parce que vous savez que le concept de la Tech 22, comme l'a expliqué Mathias, c'est simple, fun and inspired by nature. Être inspiré par la nature, justement, va vous aider à essayer de comprendre mieux et d'apporter justement des solutions innovantes pour le développement durable. Parce que au final, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas simplement pour faire, c'est aussi pour penser à des solutions et proposer quelque chose qui n'existe pas. Et qui va aider qui? Les gens, n'est-ce pas, Mehdi? Yes. Aider l'environnement. Bien sûr. Parce que si vous ne le savez pas encore, d'ici 40 ans, 50 ans, il est question qu'il n'y ait plus d'eau sur Terre. Qu'il y ait des problèmes graves de réchauffement climatique. Et les premiers pays qui vont être impactés par le réchauffement climatique, bah, c'est l'Afrique. Et j'ai envie de vous dire, le Maroc est en Afrique. Donc, pensez Afrique avant de penser Maroc, parce que nous faisons partie du même continent et nous allons vivre les mêmes problèmes, et si ce n'est pas les problèmes majeurs du changement climatique.
Bien Alors sûr. Lamia Shrebi ce soir. Donc, juste pour rappeler les horaires pour qu'on soit Vas-y. clair, dîner à 21h moins 10, donc 20h50. Ici, on doit être à la salle à 21h20, donc le film démarre. Après, on va prendre 10-15 minutes pour discuter avec l'artiste. Et après, on attaque et on finit la soirée en beauté avec notre artiste mystérieux. Pour info, d'ici là, on aura une visite surprise d'un grand dirigeant. Je dirai pas plus. Ah. Ça, tu le connais, tu Donc, sais pas. il n'y a que des secrets alors. Ah ouais. Hack and Pitch, c'est que des secrets, quoi. Je suis même pas au D'ailleurs, courant, si quoi. tu vois, regarde, ils sont en black, Ouais. donc tu peux pas les reconnaître. C'est Anonymous quoi. Exactement. D'où le mot hack. Yes. D'accord. En tout cas, éclatez-vous, parlez-en à vos amis, faites le buzz sur Facebook, dans les réseaux sociaux, hashtag Tech22, Hack and Pitch et COP22 aussi. Mettez la COP22 aussi. En tout cas, tout le monde sait qu'ici, il est en train de se passer de grosses choses. Et puis, Inch'Allah, le 18, hein, c'est le 18, les 3 gagnants, je crois, Yes. atterriront à la COP22. Et derrière, il y a des prix, je crois, hein, aussi, des Bien bons sûr. prix. Il y a les 27 000 $, les 10 000 dirhams par Hub Africa. Waouh. Tu savais pas ça? Non, je sais Sérieux? pas. Ok. Ouais, c'est une news. Donc, et plein d'autres choses. Plein d'autres cadeaux par nos sponsors et par nos partenaires. Alors, Mehdi, une question. Si moi, je veux participer là, je peux? Ah, bah, je vais demander s'ils sont d'accord. Est-ce qu'il y a une équipe qui veut me prendre avec lui? Ah, t'as Ah. 3, 4, 5, 6. Vas-y, viens 2 secondes, viens, ouais. Alors déjà, j'ai déjà une équipe, donc je vais participer. Non, il y en a 6. Tu t'as pas vu avec la lumière, mais il y a 6. Qui d'autre? Vas-y, viens. Toi là-bas, viens. Venez, ceux qui ont envie que je participe à leur équipe, venez. Donc, tu as... Viens. Alors, on va inviter 3... Notre ami du Côte d'Ivoire. Ah, il y a un Ivoirien. Ah, honneur à la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vraiment le hack and pitch africain. Donc, les amis, si vous voulez que je participe avec vous, on va les mettre en compétition. D'accord? Vous avez 1 minute pour me convaincre. Chacun. Le meilleur qui m'aura convaincu, je vais participer à son équipe. Attends. Avant qu'il démarre leur pitch pour te convaincre, je peux vous dire que hier, j'ai vécu avec lui une expérience incroyable. Ok? Est-ce que vous avez entendu parler du Marrakech Show, le grand concert qu'il y avait hier à Marrakech, avec tout un ensemble d'artistes? Vous savez, on est parti avec lui, on n'avait ni badge, ni ticket, ni rien du tout. Vous savez où on a fini? Dans la scène, sur la scène. On était sur la scène. On prend le micro et on chante. Alors, vous avez un pro. S'il est avec vous, vous avez garanti de gagner et surtout de récupérer l'argent rapidement parce que c'est lui qui donne. En tout cas, voilà. Moi, ça me ferait plaisir. En tout cas, je serais ravi de vous apporter mon expertise, la communication, partenariat, business model. Donc, vous avez 1 minute chacun pour me convaincre d'intégrer votre équipe. On va commencer par toi. D'accord. Tu vois, je me dis que ma solution traite de la problématique de l'Afrique, celle donc de l'accès donc à l'alimentation. Et l'un des problèmes majeurs que rencontrent nos agriculteurs, nos familles paysannes, c'est le traitement donc des ravageurs des maladies des plantes. Alors, je suis en train de développer une application qui permet donc à ces familles paysannes de pouvoir, avec donc leur téléphone portable, d'identifier ce mal, d'identifier le ravageur dans leur ferme et d'avoir des conseils pour traiter naturellement leurs ravageurs de plantes, sans toutefois avoir à se déplacer ou à contacter un expert. Et je suis sûr qu'avec ton expertise et avec ta présence dans notre équipe, on va faire des choses folles. On est une équipe passionnée et on s'amuse entre nous. Donc vous pouvez vous amuser aussi. Et je peux les laisser essayer de vous convaincre, vu que de toute façon vous allez nous choisir. Alors, les qu'à les laisser essayer. On peut l'applaudir, hein, il y a des kilos. Hadi Hamda. غادي حامضه واش نتمنى انك تجي. حنا اصلا ديجا خاصنا واحد يكون عنده مع الماركتينغ
نقدروا نستعملوا لا كومبيتونس ديالك والاكسبيريونس ديالك في هذا الدومين هذا باش تجي تعاوننا الا كانت شي بوسيبيليتي. اوكي ماشي مشكل. السلام عليكم. حنايا عندنا واحد البروجي ديال لي بيسيكليت. لي بيسيكليت كنديروا فيهم واحد لي باتري. دوك لي باتري بحال كنتي حنا كنشدو ديك الطاقه اللي كتجمع باتري ونعاودو نبيعوها لدي سوسيتي. الا بغيتي تجي مرحبا بك. C'est du direct là. مرحبا. Bon, vous avez compris que ils ont des projets, mais moi personnellement, s'il y en a un que j'ai retenu et qui m'a parlé et que j'ai compris ce qu'il voulait faire, c'est notre ami ivoirien que je peux féliciter. Je lui dis bravo, je vais rejoindre son équipe. Voilà, et je vais l'aider. Voilà. Parce que, et oui, mais vous savez, c'est important de comprendre que ce que vous êtes en train de faire est super important. Et ce que vous êtes en train de faire là maintenant peut grandir. C'est une idée qui peut grandir. Donc il faut dès maintenant pas attendre d'avoir fini le projet pour le développer et le présenter. Et je pense que notre ami, comment tu t'appelles? Daniel Ouley, qui vient de Côte d'Ivoire, et ton projet s'appelle comment? Yeri Droto a un vrai projet fiable et impactant. Donc à vous de développer et travailler concrètement sur des projets. Il y a un problème d'éthique là. Ouais. Si tu rejoins l'équipe, il a droit que 3 minutes de pitch. Donc tu as déjà consommé quelques secondes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il faut respecter les règles. En tout cas, bravo à vous et rendez-vous demain pour les résultats. Super. Donc tu enlèves ta cravate, tu mets ton short et tu rejoins l'équipe. Ok. Super. Et je dors ici? Attachez-le parce qu'il est très volatile. Et je dors ici? Comment? Je peux dormir ici? Écoute, oui. Tu peux dormir. Il y a des sacs de couchage et des matelas, des couvertures, de la nourriture et du fan aussi. Ok. Bon, à tout à l'heure. Merci. Alors, sans tarder, j'appelle Rida de Nouma Casablanca. On l'a jarjarna depuis qu'il devait se faire son présentation 15h30. Il est quelle heure là? 18h30 presque? Non, 18h10. 18h10. Bah, on n'est pas loin de 3 heures. Donc, Allah yakhlikum, applaudissez-le très très fort. Il est venu de Casablanca. Exprès. Pour le sujet. Rajoute encore. Je rajoute? Ouais, mais encore une fois. S'il vous plaît, encore des applaudissements. C'est bon. Non, non, allez, debout, s'il vous plaît. غير خليهم ليا. خليهم لك. خليهم ليا. Sûr. والله الا غير خليهم ليا كون هاني. Guys, please, عافاكم. S'il vous plaît. Hello. Derrière la poutre, là, je vous vois pas. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher? C'est hyper important. Là, je sais que vous êtes tous éparpillés un petit peu dans la salle. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous demander de faire cet effort. Parce que je vais vous parler vraiment de choses extrêmement importantes dans le développement de votre projet. Et j'aurais besoin quand même que vous ayez un minimum d'attention. Ça va pas durer hyper longtemps. Mais ça va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai vu énormément d'entrepreneurs se tromper sur ce sujet dont je vais vous parler. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Alors en général, je fais des présentations un mix entre arabe et français et anglais. Mais apparemment, I'm gonna try. Je vais essayer de rester vraiment que en français cette fois-ci. Yallah, 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 drari. J'ai l'impression vraiment que c'est mort. Alors qu'un hackathon, c'est à votre image. Donc, enfin, je sais pas. Guys, c'est un hackathon. Vous êtes d'accord? Je dois vous réexpliquer les règles, je dois vous réexpliquer de quoi il s'agit. Hello, les retardataires. راه كنشوفك. اجي قرب ما تحشمش. كاينه الرفيصه. اجي. Venez. Je ne vais pas vous manger. Yallah. C'est bon? Cool? Right. Alors, Ikhwani, Akhawati. Donc moi c'est Reda de Numa Casablanca, donc je suis responsable de l'innovation et des programmes d'innovation.
Donc mon travail, c'est de travailler avec des grands groupes pour créer des ponts de collaboration avec les startups. Donc c'est essentiellement ça ce qu'on fait. Et aussi on aide les grands groupes à faire ce qu'on appelle l'opérationnalisation d'innovation, à savoir de mettre en place des démarches d'innovation en interne auprès de ces partenaires, de ces grands partenaires. Et qu'ils commencent un petit peu à réfléchir façon start-up et à développer de nouveaux produits façon start-up. Donc mon background, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Donc j'ai démarré 2 boîtes, une en France, une au Maroc. J'ai dirigé un incubateur de start-up dans lequel on a développé 7 start-up. On a levé 2 millions de dirhams pour 2 d'entre elles. J'ai travaillé sur un modèle d'accélérateur qui s'appelle Startupia. D'ailleurs, on était à Tétouan, Tanja, Marrakech, Agadir. On a fait le tour du Maroc sur 10 villes. Et après, j'ai rejoint Numa Casablanca, justement sur cette partie innovation. Alors, Lioma, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de design thinking. Est-ce que vous savez ce que c'est que le design thinking? Qui sait ici ce que c'est que le design thinking? Donc, il y a une personne. 2. C'est tout? Ok. 2,5. Super. Slide, s'il vous plaît. Slide. Hello. Hein? Ouais, je l'aurais donné sur clé USB. D'accord. Donc en fait, ce de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est une méthodologie qui permet de structurer un petit peu vos idées pour pouvoir développer des solutions qui répondent à un besoin. Et donc aujourd'hui, je vais mettre un point d'honneur sur ce besoin. Comment est-ce que je vais faire pour le définir? Quelle est la bonne démarche? Quelle est l'approche? Quelle est l'attitude que je dois adopter en tant qu'entrepreneur? Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour moi à ce que vous compreniez le message. Donc je vais appuyer énormément sur des termes comme marché, comme utilisateur, comme client, etc., etc. Donc tout l'aspect business. Malheureusement, ce que j'ai vu, énormément d'entrepreneurs, essentiellement les développeurs, ils te disent des phrases du genre « Ah, khoya, j'ai passé 2 ans à développer le truc, l'idée magnifique, ça va sortir, ça va cartonner. » 2 ans plus tard, tu arrives revoir le mec, tu lui dis « Alors, t'en es où ?» Il te dit « Ah, khoya, j'ai passé 2 ans à développer le truc, je suis sorti sur le marché, personne n'a acheté, les Marocains, ils n'ont rien compris. » Quel est le problème? Mauvaise cible, il n'y a pas une étude au préalable, d'étude de marché, c'est-à-dire il faut répondre à un besoin. En général, ce que tu trouves, c'est des gens qui réfléchissent tout seuls dans leur coin et qui te disent « c'est moi l'entrepreneur, c'est moi qui ai la science infuse. Donc c'est moi qui sais et pas mon marché. » In fine, en parlant avec ces gens, de fil en aiguille, je me rends compte que c'est vrai qu'il y a une histoire d'ego, mais in fine, c'est toujours le marché qui sait. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils me sortent toujours l'exemple d'Iel Steve Jobs. Ils me disent, est-ce que Steve Jobs est parti dire aux gens, est-ce que vous avez besoin d'un iPhone? Et il a vu qu'il y a 1 milliard de personnes qui lui ont dit oui, on en a besoin, et c'est comme ça qu'il a développé l'iPhone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Steve Jobs, il est venu avec une innovation et ça répondait à aucun besoin. Ah ouais. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis, Steve Jobs, il est arrivé avec une innovation qui répond à un besoin extrêmement précis. Lequel? C'est tout simplement de se dire que le monde a évolué, que les usages ont évolué, que les comportements des usagers ont évolué aussi. Et que on est devenu des nomades. D'ailleurs, il y a même un terme chez les techos, technomades. D'accord? Ce sont les entrepreneurs, essentiellement des start-upers qui bossent sur Internet, et qui sont nomades. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un point fixe où ils travaillent. Ça veut dire que leur bureau, ça pourrait être le Starbucks, comme ça pourrait être le café du coin, comme ça pourrait être chez un ami, comme ça pourrait être chez eux, comme ça pourrait être en voyage. Et du coup, Steve Jobs, il a compris ça. Et il s'est dit, aujourd'hui, les usages ont évolué vers des modèles plutôt nomades. Et qu'il faut transposer l'expérience d'un desk, d'un bureau, avec un PC ou un Mac, ça dépend,
Mais en tout cas, il faut transposer cette expérience-là pour qu'elle devienne mobile. Ça veut dire j'ai besoin d'un outil qui peut aussi se connecter à Internet, dans lequel je peux envoyer des emails, à travers lequel je peux faire des manipulations de documents et que je peux utiliser pour mes usages quotidiens. Donc c'était ça le besoin initial. Et c'était ça le besoin qui a été identifié. Et c'est grâce à ce besoin clairement identifié qu'il a développé le premier iPhone. Qui s'en souvient ici, le premier iPhone? Qui se souvient du tout premier iPhone qui est sorti? Je suis apparemment le plus vieux de la salle. Ah. C'était quoi les features de ce premier iPhone? Est-ce que vous savez? Il n'y avait pas encore d'iTunes, il n'y avait pas encore le Store, le App Store, il n'y avait pas encore d'app, il y avait quelques apps qui étaient en native développées par les équipes de Apple. Et essentiellement, ça faisait téléphone et Internet. Même la vidéo, ça, c'était pas encore au point. Ça faisait pas encore la vidéo. Donc il a sorti un premier, on va dire un premier MVP, mais bien fini, pour aussi tester le marché. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc Steve Jobs, in fine, il a répondu à un besoin. D'accord? Et il a suivi une certaine démarche pour pouvoir valider ce besoin et valider ce qu'on appelle le product market fit. D'accord? Donc moi je vais revenir beaucoup là-dessus. Donc le design thinking pour entrepreneurs, c'est comment utiliser le design pour résoudre des problèmes. Donc, essentiellement, on est des entrepreneurs. Des entrepreneurs, on identifie des problèmes et pour nous, les problèmes, c'est notre gagne-pain. Parce qu'il y a ceux qui disent « Ah putain, des problèmes ». Et il y a ceux qui disent « Ah génial, des problèmes ». En général, c'est les entrepreneurs parce qu'un problème égale opportunité. Et c'est comme ça qu'il faut faire le switch dans vos têtes. Un problème égale opportunité de business. D'accord? Donc, et développer des produits que les gens aiment. Next. Guys, j'ai besoin de quelqu'un d'hyper... Vas-y, cool. Alors, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'un business démarre? Hello? Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'un business démarre? C'est interactif. Donc vous n'allez pas... je ne veux pas parler tout seul. Hein. Répondre à un besoin. Pour qu'un business démarre, créer un besoin. Hein? Un client potentiel, un problème, hein? Ok, résoudre ce problème, l'argent, une proposition. Yallah, faire, pour qu'un business démarre. Oui, une idée. Qui dit business, dit quoi? Je commence à entendre des bribes de trucs. Il faut bien lire le schmilblick. Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'un business démarre? Décortiquant. Ouais. D'accord. Ok. Tout ça, c'est très bien, mais à un certain moment, je commençais à avoir des bribes d'idées. Un business, c'est du cash. Donc, pour comment un business commence à générer du cash, c'est très basique comme réflexion. Ça a besoin de quoi? Next. Guys, ça devient compliqué de... Allô, hello. Donc en fait, j'ai besoin d'un client qui me paye. Parce que c'est ça le business, in fine. Si j'ouvre Mahlaba, pour commencer à dire que ma Mahlaba fonctionne, c'est que forcément, j'ai des clients qui me payent. Donc c'est ça l'importance. Si je développe un truc, enfin en tout cas, moi, je le dis en tant qu'entrepreneur, ma plus grande satisfaction, c'est que je développe des trucs et qu'il y a... des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions, ça dépend de ce que vous faites, qui utilisent mon produit, qui utilisent ma solution, qui utilisent mon service. C'est ça ma plus grosse satisfaction. Et c'est in fine ce qui me permet de dire que justement mon business marche, mon business a démarré et il répond à un besoin, il répond à tous les points que vous allez citer. Donc c'est un client payeur. Next. Alors, oui. Tu avais demandé à avoir un peu d'interaction, donc je vais donner un micro à tous ceux qui veulent intervenir. Il y a une hôtesse qui est là et qui vous donnera le micro. Allah yjazik bikhair. Merci. Donc, en fait, donc l'objectif de tout entrepreneur, c'est quoi au final? C'est de développer des produits rentables qui répondent aux problématiques de votre client. Donc, mon produit doit être rentable, enfin, mon business doit être rentable, parce que sinon, j'y vivrai pas. Et je dois absolument répondre à un besoin pour assurer la pérennité de mon business. D'accord?
Donc pour pouvoir faire ça, il y a une combinaison de 3 choses essentielles que vous devez garder en tête. 3 choses essentielles. La première, c'est la désirabilité. La deuxième, c'est la viabilité. La troisième, c'est la faisabilité. Donc je vais revenir sur chaque point essentiel. Alors la désirabilité. Si je mets en place un produit, il faut que ce produit soit désiré. Il faut que les gens aient envie d'acheter ce produit. Et en général, les gens ont envie d'acheter le produit quand je réponds à leurs besoins, quand je résous leurs problèmes. C'est pas en ayant imaginé un truc et je me dis que potentiellement ce truc-là, ça va marcher et que c'est basé sur rien du tout que sur de l'intuition. Et je passe du temps pour le développer tout seul, sans prendre en compte quel est mon utilisateur, quel est l'usager final, qui c'est qui va utiliser ce produit, pour quel type d'usage, pour quel type de résultat, etc. C'est tout un ensemble de questions et de réflexions que vous devez mener. Qui est mon client? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses problèmes? Qui il est? Qui est-il? À quoi il ressemble, potentiellement? Vous savez que les startups, en général, ils développent ce qu'on appelle le persona. Pourquoi? Je vais vous expliquer l'idée. C'est que quand tu dis que mon marché, c'est tout le monde, et ça, il y a énormément d'entrepreneurs qui me répètent ça. Mon marché, c'est tout le monde. Non, ton marché, c'est pas tout le monde. D'abord, tu n'as pas l'argent pour dire que je vais cibler tout le monde. C'est pas possible. Il y a forcément une petite niche. Donc, il va falloir savoir quelle est cette niche. Par exemple, c'est le segment des femmes âgées entre 25 et 35 ans, mariées avec enfants, qui travaillent, qui ont une voiture. Ça, c'est un modèle. Et je dirais que ce modèle, je vais dire que ce segment-là, je vais appeler la personne type, je vais l'appeler Mouna. Mouna, ça va être mon persona. Donc, à chaque fois que je suis en train de développer mon produit, je vais réfléchir à Mouna. Mouna, je dois l'avoir en tête, je dois la connaître, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle mange au petit-déj, limite. Je dois vraiment tout savoir d'elle. Parce que ce n'est que comme ça que je vais pouvoir mieux la servir. C'est un exemple simple, c'est quand vous allez acheter un produit quelque part. Il y a un conseiller de vente. Le conseiller de vente, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de cerner quel est votre besoin. C'est pour y répondre de façon personnalisée. D'accord? Donc c'est exactement ce que vous devez faire. Quel est mon segment de départ et bien connaître ces gens-là. Donc c'est que comme ça que je vais m'assurer de la désirabilité de mon produit. Right? Le deuxième, c'est la viabilité. Je ne peux pas venir et me dire le produit on verra. Non, il va falloir s'assurer de la viabilité économique parce que sinon vous allez lâcher votre affaire. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, s'il n'y a pas de cash qui rentre, je ne suis pas en train de faire du business. Donc faites autre chose. Faites j'allais dire faites de l'associatif, mais même dans l'associatif, il faut de l'argent pour financer des projets, pour financer des opérations. Donc il faut toujours garder en tête qu'il faut trouver le bon business model qui puisse fonctionner. Je vais parler de use case un petit peu plus tard dans la présentation, mais juste pour vous dire pourquoi c'est extrêmement important. Et moi, j'ai vu énormément d'entrepreneurs, surtout les first-time entrepreneurs, ils sont là, ouais, génial, la start-up, etc. Mais la start-up ne peut démarrer et ne peut réussir que si elle a un business model et qu'elle est viable, économiquement parlant. Et c'est ça le business et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est extrêmement important. Donc, ماشي là الفلوس هذا وانا الفلوس ما مسوقش. Potentiellement الفلوس ما مسوقش si tu me dis que moi j'ai tout ce qu'il me faut. Mais si tu as besoin de développer ta structure, si tu as besoin de recruter, si tu as besoin de continuer à créer de la valeur, si tu as besoin de faire de la recherche et développement, il va falloir financer tout ça. C'est qui va le financer? Donc il faut trouver le bon business model qui va assurer la pérennité de mon entreprise, qui va assurer la viabilité de mon business. On est d'accord là-dessus. Et la faisabilité technologique. Donc je dois m'assurer que technologiquement parlant, ce que je suis en train de faire est réalisable. Il y a la technologie nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, si on parle de technologie d'hologramme, potentiellement, si j'ai envie de développer quelque chose dessus, il y a 15 ans, j'aurais pas pu. Parce que la technologie n'est pas encore au point. Peut-être que le coût d'accès à cette technologie était extrêmement élevé et que c'était pas possible. D'accord? Aujourd'hui, on développe. Si j'ai une idée, il va falloir que je trouve est-ce que la technologie me permet justement de faire ça? Potentiellement, le machine learning n'était pas possible il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Potentiellement, l'intelligence artificielle était très limitée.
Aujourd'hui, c'est possible. On peut développer des choses. On peut développer des. Il y a par exemple une grande tendance autour des chatbots de Facebook. C'est des bots, des robots. Je leur parle sur Messenger. Je peux commander des choses, par exemple sur Jumia, ils me le font. Je leur dis j'ai envie de commander la télé, machin, 55 pouces de chez machin. Et ils me le font automatiquement. Ils peuvent me donner des informations sur le degré de pollution de l'air. Enfin, il y a des chatbots pour tout aujourd'hui. On est en train de développer des chatbots pour tout. Donc aujourd'hui, la technologie, elle nous permet de le faire, elle nous permet de le faire de façon extrêmement rapide et peu coûteuse. D'accord? Donc ces trois composantes, c'est ce qui permet de créer de l'expérience de l'innovation. D'accord? Mais on démarre où? On démarre par l'utilisateur. Donc retenez très bien ce terme, l'utilisateur de ma solution, de mon produit. Qui il est? Je dois le connaître, je dois le personnifier devant moi, je dois savoir tout autour de cette personne, quels sont ses pain points, quel est son besoin réel pour que je puisse très bien le servir. Right? Next. Alors, c'est quoi le design thinking? Next. Qui connaît ici la startup Nebia? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Ok. Donc en fait, cette startup-là, elle travaille sur, elle travaille sur une douchette. Donc en quoi les startups, elles peuvent travailler sur tout et n'importe quoi, et qu'il n'y a pas juste que la technologie au sens informatique du terme. C'est très large. Au final, la startup, enfin ça n'engage que moi, c'est une petite structure qui travaille essentiellement dans le domaine d'innovation et qui fait tout pour valider son business model. D'accord? Eux, et en aucun cas j'ai parlé de technologie. Eux, en fait, ils ont utilisé de la technologie, mais c'est de la technologie qui a inspiré de la plomberie. Parce que leur problème était au final un problème de plomberie. En fait, ils se sont dit que les douchettes ont un souci. C'est quoi le souci? C'est qu'en général, la température est extrêmement concentrée en haut, donc la douchette, donc l'eau elle tombe, potentiellement elle tombe directement sur ma tête, et c'est pas l'endroit le plus logique où j'ai envie d'avoir la concentration de chaleur, c'est plutôt au niveau du corps, et que justement cette concentration de chaleur elle se dissipe plus l'eau tombe vers le bas, parce que justement elle est refroidie, alors que moi j'ai envie potentiellement d'avoir la même température partout sur mon corps quand je suis en train de prendre ma douche. C'est un problème simple, d'accord? Mais c'est un problème, c'est un vrai problème. D'accord? Donc ils se sont attaqués à ce problème. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc ils sont partis discuter avec les gens, comprendre quelles sont leurs peines avec la douchette, etc., etc., etc. Ils ont collecté énormément de data. Ils sont revenus. Ils ont commencé à construire un prototype autour de ça. Et ils ont fait leur produit minimum viable. Ça ressemble à l'image de droite, enfin de ma droite, de votre gauche du coup. Et ce produit-là, c'est ce qui leur a permis de valider leur marché, de valider leur concept. Enfin, de valider leur concept, de valider leur marché et de lever des fonds pour continuer à grandir, pour arriver à un produit mass market qui ressemble à ça. D'accord? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'au final, il y a forcément une histoire. C'est que nous, les francophones, on a un sérieux problème avec les mots anglo-saxons. Par exemple, design. Si je vous pose la question, c'est quoi le design? C'est la conception. C'est quoi le design? الدراري اللي كيقولوا أنا designer. C'est quoi le design? Avoir un style. شنو هو الديزاين؟ C'est واحد ما عارف design. Personne ne sait, vous avez jamais entendu parler. Là, je vous raconte un mot, c'est la première fois de votre vie que vous allez l'entendre. C'est quoi design pour vous? Ça, c'est un designer, ça. C'est quoi design? Alors, je ne vais pas parler tout seul. Wallah, ma ghanhadar bouhdi. Merci. Mais encore? La forme, ok. L'art de concevoir les choses. La créativité. Imagination qui sont traduites manuellement, dessin, ok, encore, décoration, ok.
En fait, c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois que je pose cette question, en général, bon, il y a des choses qui sont sorties. En général, on me dit c'est le style, c'est l'aspect extérieur, c'est l'aspect esthétique, c'est le design, quoi, au sens francophone. Sauf que, oui. Allahu Akbar. Ok. C'est-à-dire? Pourquoi que géométrique? C'est ça le truc. C'est que pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de faire le lien entre design et la géométrie, l'aspect, etc. Moi, je dirais, c'est plus que ça. En fait, c'est la conception. C'est l'ingénierie qu'il y a derrière. C'est comment ce truc marche. C'est seulement un exemple, monsieur. On peut dire qu'il y a le design électrique, Oui, mécanique. mais le design électrique, c'est de l'ingénierie, on est d'accord. Oui. C'est quel est le fonctionnement d'un truc électrique. Donc, c'est tout l'aspect ingénierie qui est derrière. C'est comment ça fonctionne. Donc, c'est ça le design. C'est la conception même de la chose, du service ou là, du produit. D'accord? En général, nous, ce que je vois en tout cas personnellement, c'est que les gens, ils croient que le design, c'est la conception graphique. C'est l'aspect esthétique. Et c'est pas du tout ça. C'est comment ça marche. Ok? Donc, c'est exactement ça. Donc, le design est un drôle de mot, ça c'est Steve Jobs qui le dit. Certaines personnes pensent que le design est ce à quoi un objet ressemble, alors qu'en réalité, c'est comment un objet fonctionne. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que Apple, ils étaient hyper forts. Enfin, ils le sont encore, mais apparemment, ils sont en train de se faire dépasser par Microsoft sur les dernières announcements qu'ils ont eu. Et en fait, Apple, ils ont développé un vrai knowledge autour du design, autour de la conception même, autour de l'usabilité, l'utilisabilité. L'utilisabilité. D'accord? Et donc, c'est comment leur produit fonctionne et quelle est l'interaction qu'elle va avoir avec les utilisateurs. Ok? Et d'ailleurs, le mot design, on peut le retrouver à n'importe quelle chaîne, à n'importe quel moment de la chaîne de valeur de Apple, dans le marketing, dans le commercial, dans la partie ingénierie, dans la partie graphique, dans la partie esthétique, etc. Le design est un terme omniprésent. Et quand je dis design thinking, next. Et quand je dis design thinking, c'est vraiment dire que quelle est cette quelle est cette façon de réflexion que je vais adopter qui me permet de concevoir des solutions à des problèmes identifiés. Donc l'idée, c'est vraiment d'ordonner ça. Et comment je vais faire ça? C'est en me concentrant sur mon utilisateur. On fait ce qu'on appelle le human-centered design. C'est la conception centrée autour de l'utilisateur. Donc moi, je vais vous faire chier avec l'utilisateur. L'utilisateur, il faut que vous sachiez pour qui vous êtes en train de concevoir. À partir du moment que vous êtes en train de travailler sur votre produit, il faut que vous ayez en tête votre utilisateur. Il faut qu'il soit omniprésent avec vous. C'est extrêmement important parce que sinon, si vous commencez à faire les choses comme vous l'entendez, vous êtes potentiellement, il y a de fortes chances, à moins que vous ayez développé un fort knowledge dans l'histoire, il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Parce que vous ne prenez pas en considération la personne qui est concernée par ce que vous êtes en train de créer. On est d'accord? C'est logique. D'accord? Donc il faut toujours réfléchir à quel est mon utilisateur potentiel. Et je commence à construire autour. Comment je vais faire? En fait, il y a des étapes simples. Il y a 3 étapes. C'est looking, understanding and making. Dans la partie looking, j'observe l'expérience de l'humain. Quand je construis, je développe pour l'humain. Il y a toujours un être humain quelque part qui va utiliser ma solution. Même si je suis sur de l'industrie 4.0, tout est robotisé, tout est en mode humanoïde, mais derrière, il y a un être humain qui est au minimum sur le monitoring. D'accord? Donc il y a toujours un utilisateur derrière, un être humain qui utilise. Donc je dois toujours le garder en tête. Donc je commence à observer. Un exemple simple. Il y a un problème, par exemple, Nisbaliya Mushkil. C'est les gens, les personnes. Quand tu prends le tramway ou là le train, on a tous pris le train dans notre vie. Tu as toujours des personnes, Allah yismih lihum, quand toi tu es en train de descendre, eux ils veulent monter à tout prix. Alors que normalement, il faut attendre que les gens descendent pour que tu puisses monter. Alors, si je vous dis ce problème-là, je suis sûr que je peux générer autant que vous allez me produire 3, 4, 5 les idées pour pouvoir contrer ça. Mais si vous ne partez pas sur le terrain, pour comprendre, pour apprendre, pour regarder, pour observer, pour analyser quel est le comportement des êtres humains par rapport à cette situation précise, alors vos solutions, elles ont quasiment 99% de chances qu'elles soient erronées. Parce que je suis en train d'inventer un truc. Mais potentiellement, il est complètement déconnecté de la réalité. Mais par contre, si je me poste à une gare et je commence à regarder quels sont ces gens-là qui font ça, à quoi ils ressemblent,
Est-ce qu'il y a une tendance que je peux générer? Est-ce que potentiellement c'est que les hommes d'un certain âge qui le font? Est-ce que potentiellement c'est que les jeunes femmes qui le font? Est-ce que potentiellement c'est des étudiants? Est-ce que ce sont des personnes illettrées? Est-ce que ce sont des personnes... Je dois savoir, je dois comprendre. Et après, donc je vais regarder, je vais analyser le comportement. Et l'idée, c'est de dégager des tendances. Par exemple, je vais voir que sur les 200 personnes que j'ai vues aujourd'hui, je vais commencer à me dire que le problème était persistant à 15h et à 18h. Et généralement, ce sont plutôt des étudiants qui sont derrière ce problème-là, à vue d'œil. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai observé, j'ai commencé à analyser. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que derrière, je sorte avec de la data. C'est que moi, je suis posté dans mon coin et je regarde. Je regarde le comportement d'Yen Nas Flagar, Ostlagar. Et j'essaye de relever. Par exemple, à 15h, il y a un train qui est arrivé, il y a potentiellement 100 personnes qui sont descendues et 200 qui sont montées. Sur les 200 qui sont montés, c'est quoi leur délire? À quoi ils ressemblent? Qui sont-ils? Potentiellement, je dois même commencer à aller parler avec ces gens-là pour comprendre qu'est-ce qui les pousse à faire ça. Pourquoi? Parce que ma solution, elle doit prendre en considération qu'est-ce qui les pousse à réagir de la sorte. Ok? Et making, c'est que à la 3e position. C'est quand j'ai observé, quand j'ai analysé, c'est que après que je commence à construire ma solution. D'accord? Parce qu'après, j'ai toute la donnée. J'ai compris de quoi il s'agit. C'est pour ça que quand le monsieur là, il avait dit au départ étude de marché, étude de marché, en général, elle est corrélée, je sais que dans vos têtes, elle est corrélée directement à un formulaire que j'envoie par Internet, par mail. Je demande à mes amis, un formulaire, pour dire au final que j'ai eu 100 personnes qui m'ont rempli mon formulaire. Waouh, génial. Ouais, potentiellement, donc les formulaires, peut-être que Bnadem ghayr hanfik, parce que si je dis à mon pote, tu penses que je vais créer une start-up, tu en penses quoi? Il va me dire, ah, c'est bien, c'est génial, continue. Mais derrière, il dit, putain, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire, tu vois, sauf qu'il ne me le dit pas parce qu'il me connaît. Donc, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Et il y a énormément de personnes qui te disent, moi, je ne peux pas aller sur le terrain parce que je n'ai pas de produit à présenter à mes clients. Ouais, mais avant d'aller présenter un produit à tes clients, qui sont tes clients, j'ai envie de dire? À quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils détestent? Qu'est-ce que tu vas leur mettre à disposition? C'est comme quelqu'un qui me dit, je travaille dans le B2B, j'ai envie de développer un produit pour les cimentiers. Ça fait, il s'arrête là, il commence déjà à développer un truc. Ouais, mais potentiellement, si tu n'as jamais discuté avec les cimentiers, si tu n'as jamais été avec eux, si tu n'as jamais compris quels sont leurs challenges, quels sont leurs besoins, si tu n'as pas d'expérience dans le truc, potentiellement, c'est pas parce que quelqu'un t'a raconté quelque part que un problème, je sais pas, par exemple dans le sourcing des bûches qu'ils mettent pour les brûleurs, pour travailler leur ciment. Potentiellement, il va falloir aller chez ces gens-là. Il faut vraiment y aller. Il faut discuter avec eux, etc. C'est qu'à travers ça que je vais comprendre qu'est-ce qu'il faut réellement. Next. Guys, alors, le design thinking, c'est extrêmement rapide, c'est une seule slide. C'est framé en deux phases. Il y a la partie problème, exploration du problème, et la partie exploration de la solution. Et c'est extrêmement simple, extrêmement ludique, extrêmement compréhensible. On démarre avec la partie emphasize. C'est la partie l'empathie, être empathique, comprendre l'autre. Ça démarre avec ça. Donc ça démarre avec le terrain, d'aller discuter avec vos utilisateurs, d'aller parler avec eux, d'aller comprendre quel est leur besoin. Et potentiellement, c'est pas d'aller leur dire tu as par exemple, je sais pas moi, je vais choisir un exemple. Par exemple, quand tu voyages, généralement, quand tu prends l'avion, tu arrives dans un nouvel aéroport, tu n'as pas encore de puce, tu as juste envie d'envoyer à ta femme, à ta maman, etc., que tout va bien. Mais tu n'as pas Internet. D'accord? Donc, l'idée, c'est de discuter avec ces gens-là et de comprendre quel est vraiment leur problème. C'est quoi l'usage? C'est quoi le but? C'est pour faire quoi, en fait? Et c'est pas, tu vas lui dire...
Quand tu arrives dans les nouveaux aéroports, t'as pas Internet, yak. Bah, et potentiellement, il va te dire, ah oui, c'est vrai, ah oui, j'ai pas Internet. Donc, c'est toi qui suggères les réponses. Il ne faut pas être là-dedans. Il ne faut pas lui poser des questions directes. Il faut être une sorte d'aiguilleur. Et il faut que ça soit une discussion, un échange. D'accord? Parce que, sahbek, un ami, quand il revient de vacances, qu'est-ce que tu lui dis? Il suffit de lui dire, alors, c'était comment? Et là, ça débute. Là, pendant 1 heure, il te soude, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré flan, etc. Tu n'as même pas besoin de lui poser des questions. Pourquoi? Parce que le sujet l'intéresse. Parce que si le sujet ne l'intéressait pas, il va te dire, ouais, c'était cool. Ça, il va s'arrêter. Tu vois? Mais parce que le sujet l'intéresse, parce que tu lui as posé une question très personnalisée, bah, il est hyper content parce qu'il va répondre. Et il sait, il va tout te dire. Et c'est ça l'idée quand on dit on va discuter avec le client potentiel. C'est exactement ça, c'est d'aller discuter avec lui. C'est de dire, par exemple, pour le problème de l'Internet, les aéroports de destination, c'est de dire, alors, racontez-moi votre expérience de voyage, quand vous prenez l'avion. Comment ça se passe? Ça, laissez la personne raconter. Et vous êtes juste un aiguilleur. Parce que vous voulez arriver à un point. Il va vous raconter beaucoup de détails qui, potentiellement, vous n'y avez jamais pensé et it's gonna make sense. Et potentiellement, c'est du détail qui sert à rien. Et que vous savez que vous voulez arriver à un point précis. Mais si vous posez trop de questions, ça va être un interrogatoire. La personne elle va vous dire, moi, j'ai rien envie de savoir. D'accord? L'idée, c'est de parler au maximum de clients, c'est de collecter le maximum de feedback pour commencer à générer des tendances. C'est de se dire, par exemple, sur 1000 personnes potentielles avec lesquelles j'ai discuté, alors il y en a 550 qui rencontrent ce problème, qui n'ont pas Internet dans les aéroports, qui ont besoin d'une solution extrêmement rapide, ne serait-ce que pendant 20-30 minutes, pour qu'ils puissent juste envoyer des messages extrêmement importants, répondre à quelques emails. D'accord? Et d'ailleurs, c'est comme ça que dans les nouveaux aéroports, ils ont implémenté ce service. En général, c'est payant pour se connecter à Internet, mais tu as un spot horaire de 15 à 30 minutes qui est complètement gratuit. Et d'ailleurs, c'est fait exactement pour ça. Après, si tu restes comment on appelle ça? Si tu as un deuxième avion à prendre, tu as une correspondance, bah, potentiellement, tu dois payer parce que tu vas rester pendant je ne sais pas combien d'heures, etc. C'est comme ça qu'ils ont fait pour développer justement ce service. Ils ont compris qu'il y a un réel besoin et que tu donnes une gratuité, c'est un service freemium. Et derrière, bah, je vais collecter que les clients qui sont intéressants parce que justement, ils vont passer plus de temps au l'aéroport, donc radhi khalso. Ok? La troisième phase, c'est commencer à générer des idées. Donc, je génère énormément d'idées. Quel est le truc bien dans l'affaire? C'est que, en général, les entrepreneurs, first-time entrepreneurs, ceux qui vont entreprendre pour la première fois, ils réfléchissent en solution, sans S, solution, wahda. Ça veut dire que عنده طريق واحد صدقات ولا ما صدقاتش. وقال لك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه. On dit celui qui a une seule porte que Dieu la lui ferme devant le nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours diversifier son champ d'action. Il ne faut pas toujours suivre un seul truc. Il faut se dire que je réfléchis en problème, je réfléchis en question. Parce que si je pose une question, il y a potentiellement différentes réponses possibles. Et c'est comme ça qu'on réagit ici. Si je sais quel est le problème, je vais définir plusieurs solutions que je vais commencer à prototyper et que je vais repartir sur le terrain pour les tester. D'accord? Je commence à vous perdre. Hein? Tu crois que? Oui, mais pour avoir un très bon plan A, il faut que tu le construises sur de très bonnes bases. Et c'est pour ça que je dis, il faut connaître ton marché, il faut connaître ton client, et il faut connaître les pain points. D'accord? Next, s'il vous plaît. Next. Ouais. Alors, je vais aller très rapidement là-dessus. Donc, on a dit, il y a emphasize, il y a define, il y a ideate, il y a prototype, il y a test. Donc, l'empathie, comprendre l'utilisateur. Définir, donc définir quoi? Les tendances. Donc, par exemple, sur 1000 clients, il y en a 800 qui ont le même problème. Et que sur ces 800-là, il y a 80% qui souffrent tous d'un manque de je sais pas quoi.
D'accord? Donc je commence à sortir des tendances. Ok? Ouais. Définir le problème avant de définir les clients. Non mais en général, ce qu'on fait, c'est que je dis, de toute façon, c'est subjectif, parce que tu pars. Non, je vais répondre à ta question. Tu pars déjà quand tu démarres, tu as déjà une idée derrière la tête. Tu as déjà une idée. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette idée-là, elle est forcément corrélée. Putain, les trucs m'a tué là, la lumière. C'est que forcément ton idée, elle est corrélée à un secteur. Par exemple, ton idée, c'est de développer le Uber des coursiers. D'accord? Potentiellement, tu sais déjà dans quel secteur tu es. Tu es déjà dans le secteur des services et tu es dans le service, tu es un petit peu dans la conciergerie d'entreprise. Donc tu es un peu dans, on va dire, le service de coursier. Ok? Donc tu sais que tu es dans ce secteur-là. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'abord de savoir quel est ton utilisateur potentiel. Donc tu dois savoir quels sont tous les gens qui potentiellement ont besoin du service de coursier. Get the thing? Par exemple, tu as en tête une idée, c'est de développer une plateforme qui répertorie tous les écologes de la région de Marrakech et Ouarzazate. Tu travailles dans le secteur du tourisme, c'est ça ton industrie. Donc potentiellement, tu dois aller parler avec les gens autour de leur expérience de tourisme dans l'écotourisme. Tu vois le truc? Et donc c'est de fil en aiguille que tu vas discuter avec ces gens-là que tu vas commencer à comprendre quelles sont les briques qui te manquent dans ton plan. L'écotourisme. Donc potentiellement, tu es intéressé par ce secteur d'activité. Ok? Donc plus tu vas leur parler, plus tu vas apprendre des nouvelles choses. Potentiellement, toi, tu voulais faire une plateforme qui répertorie tous les écologes entre Marrakech et Ouarzazate, et tu vas te rendre compte que ces gens-là, ils ont besoin de quelqu'un qui les emmène sur le terrain, qui leur parle, qui leur explique, qui leur dit, qui leur raconte l'histoire du truc, etc. Et que potentiellement, ton truc est complètement offline. Je fais un petit plan. Non, mais le problème, tu le définis. Voilà, je réitère. On définit le problème. D'accord. Vas-y, parle-moi en mode concret, parce que tu as sûrement une idée concrète. D'accord. Donc, ma perception sur le design thinking, sur Empathize, c'est de collecter les informations, toutes les informations possibles. Autour d'un problème spécifique. Autour d'un problème spécifique. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Quand tu travailles, par exemple, sur moi, je t'ai parlé même en amont. يعني انت وقت واحد الصباح قلتي اطن بلاتي راه عندي واحد لا سوليوشن. هاد لا سوليوشن c'est créer une plateforme qui répertorie tous les écologes de la région de Marrakech et de Ouarzazate. D'accord? Donc c'est ça ton idée. Pourquoi? Parce que potentiellement les gens ils n'ont aucune information, qu'il y a beaucoup d'écologes et qu'il va falloir connecter l'offre à la demande. Oui. Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. Mais du coup, ton secteur d'activité, c'est quoi? Tu t'attaques à quel problème? Tu t'attaques au problème du tourisme, de l'écotourisme. Donc, tu es en train de chercher potentiellement quels sont les gens qui sont intéressés par cette industrie-là, par les écotourismes, par les écologes, et au Maroc, et commencer à discuter avec eux et à comprendre quels sont leurs besoins. D'accord? Mais tu peux l'appeler comme tu veux. En tout cas, je dois connaître Hadouk Nas, qu'est-ce qu'ils veulent. Quel est le sérieux problème dont ils souffrent. Et mon travail à moi, c'est de commencer à concevoir une idée autour de cette problématique-là. Donc, Empathize, c'est connaître ton problème. Quel est le problème de tes utilisateurs? Donc, quand je dis comprendre les utilisateurs, je dis pas juste comprendre les utilisateurs, comprendre leurs besoins, qui ils sont, leurs attentes, etc., etc., etc. Tu vois, c'est extrêmement important de linker les deux. D'accord? Parce qu'un utilisateur d'une solution, c'est une solution à un problème. Après, là, il y a discussion. C'est un nice have, c'est un must have, etc., etc. D'ailleurs, je ne vais même pas vous faire la slide Hadi, si vous pouvez juste passer à la slide suivante. Là, c'est un exemple hyper concret à cet échange qu'on a eu. En fait, c'est deux mecs, ils se sont dit un sérieux problème de recyclage. C'est que quand on fait nos courses, in fine, il me reste énormément de packaging dans les mains et je ne sais pas quoi en faire. D'accord? Donc, ils se sont dit ça. Donc, nous, on doit trouver une solution à ça. Ils ont commencé à réfléchir.
Alors, ils se sont dit, ok, ben, on va parler avec tout le monde, on va parler avec les gens qui achètent dans des grandes surfaces et on va essayer de comprendre quel est leur problème, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils font surtout avec leurs déchets. Pour que nous, on puisse comprendre est-ce qu'il y a de la valeur à capter quelque part. Donc, ils ont commencé à discuter avec les gens, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et de fil en aiguille, ils ont tracé ce qu'on appelle la user journey. Donc, quel est un petit peu le voyage de l'utilisateur par rapport à ce problème spécifique, par rapport au problème de recyclage. Et du coup, ils se sont dit, il y a un schéma classique. C'est que tu te lèves un matin, tu ouvres le frigo, ah merde, il n'y a rien. Je dois faire les courses. Tu prends ta voiture,